Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je présume que vous m'entendez, enfin j'espère que vous m'entendez. Bienvenue pour ce webinaire Retour du Consumer Electronics Show 2025. Je vois que certains sont en train de mettre des petits mots. Donc voilà, ça doit vouloir dire que techniquement ça fonctionne. Je vous souhaite la bienvenue aux États-Unis. Comme certains l'ont peut-être vu, ou su, je suis en direct de la Nouvelle-Orléans puisque je traverse les États-Unis en bus, train et bus, pour aller de la Nouvelle-Orléans pour aller de Las Vegas à Orlando, pour aller voir le Veterinary Meeting Expo à Orlando qui aura lieu, à partir du 25 janvier. Donc si je bafouille un peu, je vous prie de m'excuser. Ici, il est 5h30 du matin, avec le décalage horaire et c'est vrai que je pense que c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc normalement ça devrait aller. Je me suis, un peu, réveillé avant pour être, avec vous et donc vous revenir sur, ce Consumer Electronics Show de Las Vegas 2025. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégory Santaner, j'ai plusieurs casquettes, la casquette principale étant, Veto Network. Donc je vous mets des petits liens dans le chat, hein, vous verrez. Vous, c'est aussi un lieu, où vous pourrez mettre vos questions. J'essaye de le rendre interactif et de vous mettre des éléments et questions qu'on reprendra plutôt à la fin. Donc je vais essayer de me tenir, au timing, habituel, plutôt 45-50 minutes de présentation et essayer de vous laisser de la place pour des questions. Brice, pas trop fatigué? C'est une bonne question, disons qu'après j'ai 26 heures de bus, donc je pense que je vais pouvoir me reposer. Donc je reviens un peu sur la présentation. Donc Veto Network qui concerne tout ce qui est, le numérique et l'innovation, en santé animale que je fais depuis un certain temps et en parallèle de ça, j'ai aussi des activités d'associé, dans 2 cliniques près de Lorient. Donc ce qui fait que c'est aussi intéressant, de voir, comment dire, certaines choses avec un œil, concret, en se disant: «Bah tiens, est-ce que ça je le ferais tourner chez moi, ou pas?» J'ai aussi d'autres activités associatives, Ergon, dont je suis membre du CA et puis j'ai été pendant 7 ans, membre de VetInTech, l'association de la e-santé animale. Je pense avoir vu que Annick, qui était aussi au CES, est présente et j'en profite, pour faire de la pub puisque je vous mets le lien dans le chat. Il y a aussi un webinaire, One Health, donc qui est orienté, santé animale, mais aussi santé humaine, qui aura lieu mardi prochain à 12h30. Je vous ai mis le lien d'inscription. Je vous invite à vous inscrire. Ça fait une vision complémentaire. Je sais que c'est aussi en partenariat avec Ceva Santé Animale. Je vois qu'il y a Agnès qui est là aussi. Donc, n'hésitez pas. Je pense que c'était suffisamment riche pour pouvoir faire 2 webinaires sans problème. Et puis en plus, je présume qu'il y a certaines choses dont on parlera en commun. Et encore, on peut en parler différemment. Et d'autres qui sont des visions personnelles, hein. Voilà, c'est vraiment, il y a une part de subjectivité quand on fait ce genre de salon. Je vais en reparler. Heu, D'autres petites choses, il y aura un replay, de ce webinaire qui sera disposé sur la chaîne, YouTube Veto Network. Je vous mets le lien vers les replays des webinaires là aussi dans le chat. Vous pouvez, vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous aurez une petite cloche qui vous préviendra quand il y aura un nouveau webinaire dispo. Si d'aventure vous avez manqué, vous n'étiez pas dispo. Je sais ce que c'est, le temps est précieux et c'est pour ça que j'essaierai de finir, à l'heure, aujourd'hui. Plus spécifiquement sur, ce trip aux États-Unis que je fais, chaque année, il y aura la suite qui va arriver vite, donc avec, le comment dire? Le VMX, donc le Veterinary Meeting Expo qui est, vraiment, le plus gros au salon US, avec, une grosse expo commerciale surtout. Donc là, je m'y rends, doucement mais sûrement. Il y a un groupe WhatsApp donc qui existe, on est à peu près 150 membres. Si vous voulez le rejoindre, si vous n'y êtes pas encore, pour voir, parce que vous vous disiez: «Bon, le CES, c'est un peu trop généraliste, je vais pas participer à ce groupe». Là, Veterinary Meeting Expo, c'est vraiment 100 vétérinaire, ou allez 99 on va dire. Donc, c'est une bonne occasion de vous partager en live, voilà, des impressions, des infos, des photos, des vidéos, pour, pouvoir, assister, à tout ça. Il y a également, si vous n'êtes
pas trop, WhatsApp, groupe WhatsApp, la possibilité de se tenir au courant. J'ai essayé de multiplier cette année, les canaux d'information avec, chaque jour un épisode de podcast avec les impressions du jour, les découvertes du jour. Ah, je vois Sarah qui me dit: «Il n'y a pas le son». Alors j'espère que tout le monde a le son. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous avez bien le son chez vous et que c'est uniquement, Sarah qui a peut-être un petit problème de micro? OK, bon, sinon ça aurait été le plus long monologue, ça veut dire que vous auriez été vraiment très attentif à essayer de savoir ce que je vous disais. Sarah, du coup, je te laisse voir de ton côté. Donc je reviens sur, les moyens d'être au courant de ces événements, donc le Consumer Electronics Show de Las Vegas dont je fais la synthèse aujourd'hui et le VMX, j'en ferai autant au VMX, donc avec un épisode de podcast par jour et une sorte de résumé, vidéo par jour, qui est sur la même type de commentaires que le podcast, mais avec, les images en plus, sur YouTube. Puis je sais que ça dépend vraiment des personnes. Pour en avoir discuté avec plusieurs d'entre vous, il y en a certains qui écoutent ça plutôt en faisant leur footing, en dans la voiture pour aller à la clinique ou d'autres qui préfèrent, jeter un œil là-dessus, à la pause du déjeuner. Donc comme ça, vous avez le choix. Vous pouvez, aller, soit sur YouTube, soit sur les podcasts et je vous remets comme d'habitude les petits liens dans le chat. Comment parler de ce CES 2025? Bon, déjà, vous le présentez un peu. Vous êtes peut-être certains à déjà avoir vu les retours des années précédentes ou à connaître cet événement, mais vous donnez quelques éléments de cette année. Bien sûr, revenir sur quelques tendances et vous verrez qu'en fait, ces annonces, surtout plus que tendances, elles ont un impact sur, beaucoup de choses dont je vais parler après. Il y a vraiment une forme de, alors c'est peut-être moi à force, là, c'était la sixième fois qui commence à voir certaines choses que je ne voyais pas avant, mais une forme de logique technologique, on va dire, qui, impacte fortement sur les outils présentés. Vous faire, du coup, là, un peu, une présentation des initiatives en santé animale qui m'ont marqué moi. Donc comme je vous ai dit, hein, il y a un autre webinaire, la semaine prochaine et peut-être ce ne sera pas les mêmes initiatives. Là, il y a une part forcément de subjectivité et de sensibilité personnelle. Quelques outils en santé humaine également parce que, souvent on suit derrière, on va dire, au niveau techno. Donc il y a peut-être des choses qui viendront sur nous, même si, il peut y avoir des barrières spécifiques d'espèces. Et puis, finir avec, voilà, des conclusions, mais aussi peut-être vous montrer deux trois exemples de choses où, bon, au début, ça faisait un peu sourire de voir ça au CES, mais maintenant, on se dit: «Bon, à quoi bon de faire ce genre de choses?» Et aussi peut-être des interrogations un peu plus larges sur la technologie et la puissance qu'elle commence à avoir qui pose certaines questions, on va dire. Donc, pour en venir, à ce CES, donc l'événement tech majeur au niveau mondial, donc on avait un peu plus de surface d'exposition. D'ailleurs, on a créé un petit effet de surprise le deuxième jour au Las Vegas, Convention Center, avec, voilà, une nécessité d'accélérer sur la fin de la journée pour faire tous les stands. Donc les 4 500 stands, 1 400 startups, ils ont annoncé en fin de CES 141 000 participants pour cette édition 2025. C'est un tout petit peu plus que 2024 où je crois qu'on était 135 000. Donc ça montre quand même une progression. Alors on n'est pas retourné au CES, des années pré-covid où on était, jusqu'à presque 170 000-180 000 et je dirais que c'est pas plus mal. Ça permet quand même d'avoir de l'espace. Alors il y a quand même eu cette année où c'est moi qui suis plus sensible à ça, le retour des tours, et des vautours. Moi, j'irais même jusqu'à dire, c'est-à-dire des tours privés qui envahissent un stand et puis qui vous empêchent de voir ce que vous voulez. J'ai même eu une petite altercation avec, la personne qui était chargée de nous dégager pour que le grand patron de je ne sais pas quelle entreprise ou peut-être un ministre ou je ne sais pas, puisse avoir tout l'espace en lui signifiant que c'était un événement public et donc on avait le droit d'être où on voulait. Las Vegas, c'est aussi voilà le côté mythique, hein, la ville qui ne dort jamais, la ville du jeu, tout ça. Il y a quand même voilà tout je pense déjà l'avoir dit l'année dernière, un côté, artificiel dans cette ville. J'ai trouvé que les prix avaient aussi nettement augmenté, pour manger par exemple, ou même les taxis. Donc et puis, bah, il y a des activités ludiques variées. Je pense que peut-être, ils en reparleront au webinaire, Vet in Moi, de mon côté, j'ai été voir un match de hockey de NHL. Voilà, c'était assez sympa. Les Américains font ça bien. Hem
Plusieurs zones pour vous resituer un petit peu, qui ont été renommées cette année. Alors cette année, c'était aussi l'année du lifting pour le CES. Ils ont changé complètement leur charte graphique. Ils ont changé le logo aussi et ils ont même changé du coup l'appellation des zones. Il y a le Venetian Campus, qui est devenu cette zone qui était, Tech West, je crois. Voilà, et il y a le LVCC Campus. Voilà, cette appellation campus, ça pose un peu question la première fois qu'on voit ça. Est-ce qu'ils veulent nous apprendre des choses? Est-ce qu'ils sont plus dans cette optique-là? Donc on voit, voilà, il y a 4 500 stands étalés sur ces zones-là. Il y a aussi une troisième zone, j'en parle même pas parce que c'est généralement pas très intéressant car très techno et avec juste du petit matos pas très intéressant à observer. Voilà. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que mon approche perso de vouloir faire tous les stands, ce qui est un peu exigeant physiquement, hein, je fais une 12 à 15 kilomètres par jour, elle vient aussi du fait que la santé, qu'elle soit humaine ou animale, elle est vraiment dans les moindres recoins. On peut se retrouver dans une zone où ça parle de voitures, par exemple, ou d'écran de télé, comme LG et puis avoir, une petite initiative dans un coin en tant que concept, qui fait que ça valait le coup quand même de passer par là, même si c'était pas le scope, initial. Donc il y a c'est pas trop mal rangé, mais il y a un côté un peu bazar de temps en temps qui fait qu'il faut être attentif. Hem, Si je reviens sur les tendances et annonces majeures qui ont cet impact sur ce dont je vais vous parler après, je dirais qu'il y en a une à retenir et peut-être même vous en avez entendu parler jusqu'en France parce que je pense qu'elle est majeure, c'est NVIDIA. Alors NVIDIA, peut-être que certains connaissent, il y a quand même un public un peu cible qui vient assister à ce genre de webinar, donc fatalement vous connaissez, mais en gros, c'est ce qui permet de faire les calculs des ordinateurs de plus en plus puissants qu'on a via des cartes graphiques. Alors initialement, NVIDIA, pour ceux qui ont peut-être entendu parler, mais que sous cet aspect-là, c'était quand on était, joueur de jeux vidéo, c'était les cartes graphiques qui permettaient de jouer aux jeux les plus jolis, les plus bien faits et cetera. Ce qui est toujours la même logique de puissance de calcul en fait, hein, et là, NVIDIA a fait une conférence en tout début de CES en annonçant plusieurs éléments, majeurs et nouveaux. En particulier, je rentre pas trop dans les détails, d'abord parce que c'est pas fondamental pour comprendre le sujet et ensuite parce que je suis pas forcément, hyper pointu dans le domaine. Mais voilà, ces cartes graphiques puissantes et accessibles et je pense que c'est 2 paramètres qui sont importants parce qu'ils vont tous les 2 ensemble. C'est-à-dire, c'est très puissant, ça fait des choses, vraiment, fortes, fortes, fortes en termes de calcul, et c'est accessible, c'est-à-dire qu'en termes de coût, c'est pas quelque chose qui va être réservé à une élite, des laboratoires de recherche, des nations, des choses comme ça. Ça peut être, accessible à vraiment au plus grand nombre. Ça Pour vous donner un exemple, il y a eu, un ordinateur, une solution qui a été présentée qui fait le volume d'un Mac mini, donc vraiment quelque chose de assez compact et qui est l'équivalent en termes de puissance de calcul de pratiquement un data center entier de la génération de cartes graphiques d'avant. Donc vous voyez ce côté miniaturisation, qui est un autre paramètre qui reviendra plusieurs fois dans ce que je vais exposer là pendant le temps qui vient. Et donc impact sur, l'IA et les évolutions techno dans le sens où ça veut dire que, heu, n'importe quelle initiative qui allait au rythme d'une 2 chevaux va largement pouvoir passer au rythme d'une Ferrari, voire d'une fusée spatiale ou d'un missile qui va vraiment très, 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 très vite, quoi. Donc ça, c'est intéressant, ce genre de choses. NVIDIA d'ailleurs, c'était un peu la star du CES avec des étiquettes ou des choses disant, propulsées par NVIDIA, avec même des petits intervenants NVIDIA à côté des stands où il y avait du NVIDIA dedans pour bien marquer le fait qu'il y a NVIDIA à l'intérieur quand il y a ce genre de ressources, c'est-à-dire la puissance de calcul qui devient stratégique, avec quelque chose qui est un peu rare, c'est-à-dire que d'autres font ça, mais NVIDIA fait ça bien, voilà, résultat, cours de bourse de NVIDIA, x6 en 2 ans et probablement que c'est pas fini, même si ça marche un peu un temps. Donc ceux qui avaient du NVIDIA, potentiellement dans leur portefeuille, bravo, vous avez fait un bon choix de ce côté-là. Autre, tendance plutôt qu'annonce, c'est vraiment des bagues et des lunettes, quoi. Donc des bagues et des lunettes, il y en avait partout, partout, partout. Ces bagues-là, j'en reparlerai un peu, elles sont faites pour monitorer, c'est-à-dire qu'elles ont des capteurs à l'intérieur.
on le voit un petit peu sur l'image, qui permettent de capter certains paramètres santé, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. Je reparlerai un peu de la technologie mise en jeu un peu plus tard, donc je ne viens pas dessus. Il y avait aussi beaucoup de lunettes. Alors ces lunettes-là, moi, je suis toujours pas convaincu. J'en ai essayé plusieurs et à chaque fois, il y a le même problème. C'est des lunettes qui vous promettent d'avoir en transparence sur le verre de la lunette, des éléments d'information qui peuvent être divers et variés, des images. Alors, vous avez sur les stands des magnifiques, vidéos démos où on a l'impression qu'on est plongé dans son univers Windows ou Mac, qu'on fait clac, 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 que tout est facile. En vrai, pour avoir essayé, il y a une petite bande qu'on galère à maintenir au bon endroit. On arrive à cliquer, mais c'est pas en gros, je pense qu'un jour on ira à ça, mais on n'y est pas encore. Voilà, donc ne vous précipitez pas trop, sauf à vouloir tester, il y a pas de mal à ça, parce que ce genre d'outil, qui nous permet, pour les lunettes en tout cas de sous-entendu d'être dans un environnement virtuel, je pense que pour l'instant, c'est réservé plutôt aux casques complets et pas aux lunettes comme ça qui nous mènent dans un univers. C'est pas mal, mais on n'y est pas encore de ce côté-là. Donc si vous avez des questions, je reviens là-dessus, hein, sur certains objets ou même sur certaines tendances, vous hésitez pas, vous mettez ça dans le chat et puis, je pourrais y revenir à la fin, dans la mesure de ce que je sais parce que c'est aussi peut-être un des aspects du CES. On voit beaucoup de choses, c'est compliqué parfois de creuser. Là, pour faire ce webinaire, il y a certains éléments où j'ai repris techniquement en allant parfois chercher les infos ailleurs. On est surtout plutôt dans la collecte, alors idéalement dans l'essai parce que c'est clairement voilà, on peut toujours, aller voir les entreprises une par une sur internet, mais essayer des objets permet quand même de voir certaines choses, soit des biens, soit j'en parlerai après, soit des choses un peu plus limitantes. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'y être. La dernière autre tendance que je voulais notifier, que j'en avais déjà un petit peu parlé l'année dernière, parce qu'on sentait que c'était naissant, mais là, c'était plus massif. C'est des capteurs et des caméras pour la santé qui vont être partout, en fait. Mais quand je dis partout, j'en reparlerai à la toute fin parce que ça pose aussi d'interrogations. C'est-à-dire qu'on va être clairement monitoré tout le temps. Chez soi, ça c'est évident, mais même dans sa voiture, j'en reparlerai, ou même à l'extérieur. Donc, il va y avoir vraiment cette notion alors qui est plutôt bien d'un point de vue santé, parce que collecter des données, si on en fait des choses intéressantes, ça sera utile. Mais voilà, et ça veut dire que fatalement, si on est apte à capter des données de santé humaine, il y a une partie de données de santé animale qui peut être captée aussi sans souci. Donc cette tendance-là était très présente. Je dirais qu'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, elle était plutôt présente sur les stands de fabricants des objets pour dire: «Bah, on sait fabriquer un capteur de ci, un capteur de ça». Là, on est sur le stand de Samsung et il y avait la même chose sur tout un tas de gros stands qui disaient, «On est là pour vous aider à, capter les données de votre chez vous», essentiellement. On était surtout sur ça. Alors soit votre chez vous, soit votre lit, soit votre chambre, enfin voilà, on était plutôt sur l'intérieur pour l'instant. On n'est pas et un petit peu sur l'intérieur, mais hors de chez soi avec la voiture, j'en reparlerai. Les animaux aussi, dernière tendance peut-être à signaler, c'est que, voilà, on sait que c'est une tendance sociétale globale, et aux États-Unis, c'est peut-être encore plus assumé qu'ailleurs avec, des animaux qui font vraiment partie de la famille. Ici, vous avez un tableau qui était sur le stand de Samsung, je crois, voilà, qui présentait des cadres, alors ça, des cadres numériques, et qui disait, voilà ici, c'est la maison, parce que c'était une fausse maison, c'est la maison de ceux que vous aimez bien, quoi, on va dire, de votre famille, on va dire, les loved ones. Et clairement, il y avait des animaux encadrés qui montrent bien cet aspect-là, quoi. Donc, il y a vraiment une tendance à rentrer les animaux et les enfants dans la famille. Ça vaut aussi pour tout ce qui est gestion du deuil, avec une initiative que je présenterai pas là en détail, mais qui était un peu fascinante et troublante de virtualisation de l'animal de compagnie à travers un hologramme après sa mort, mais surtout avec un hologramme avec lequel on peut interagir, c'est-à-dire lui faire des choses. Bon, à rediscuter déjà eu des petits débats comme ça sur LinkedIn, et d'ailleurs ça fait partie des choses, où vous pouvez me suivre. Je sais qu'il y a de plus en plus de vétos sur LinkedIn, je vous mets le petit lien où je publie aussi régulièrement et on peut discuter et débattre de tous ces sujets-là. Hem, Venons-en à peut-être ce qui vous intéresse le plus, je dirais que ce serait logique, c'est les initiatives en santé animale. Donc je vais en citer plusieurs et la première est peut-être
une surprise parce que c'était une technologie que j'avais vue émerger au Veterinary Meeting Expo. Donc, la technologie radar. Je vais d'abord dire d'où j'ai repéré ça. Donc la première fois, c'était une initiative de nommée VetGuardian, dépistée en 2022 au VMX. Et donc au VMX, il y a le Startup Circle, ça s'appelle. Et donc c'est des startups par définition, en tout cas des entreprises jeunes. Et je me souviens de ces jeunes fondateurs de VetGuardian qui avaient présenté un prototype, pas joli, on va dire ça comme ça, qui était voilà, et en plus pour dire qu'ils étaient capables à distance, avec leur techno, à travers la cage, de capter la fréquence cardiaque, la fréquence respi. Alors, je savais que la techno existait parce que justement, c'est là le parallèle entre le CES et le VMX. Je l'avais vu au CES plutôt pour des personnes âgées qui dormaient dans leur lit avec un petit capteur au-dessus du lit qui captait. Mais bon, en animaux de compagnie, j'étais surpris que ça puisse être fait. Enfin voilà, donc ils étaient là au Startup Circle. L'année d'après, ils sont revenus avec un vrai stand et un prototype qui n'en était plus un et qui était un peu plus joli. Et l'année d'après, bah, c'était pas compliqué. Ils étaient achetés par Zoomedica, qui est un distributeur de matériel aux États-Unis. Et maintenant, voilà, VetGuardian, vous pouvez aller voir sur internet, c'est quelque chose qui existe et qui est présent dans un certain nombre de cliniques. Je vous ferai le point, sur ça, au VMX puisqu'ils seront certainement présents, sur le stand de Zoomedica. Comment ça marche cette technologie radar Doppler basse consommation? De manière, assez, logique quelque part, bah, vous mettez un petit boîtier. Alors on voit sur, les solutions présentées, le boîtier peut se présenter de différentes façons, mais il peut être accroché sur, la grille là comme pour Potensens. Sur Waldar, c'est là peut-être où on le voit le mieux avec ce petit bras articulé qui met un espèce de boîtier, gros comme, une boîte de camembert, on va dire, pour rester français, qui va se mettre à 40-50 centimètres de la cage, hein, donc sans entrer dedans, et qui va envoyer des ondes radar vers, l'animal qui est dans la cage. Et ce qui va être capté en retour va pouvoir, du coup, étudier cette notion de quantité de mouvement, donc qui permet d'aller, qu'à la finesse d'analyse, hein. C'est ça, hein, quand je vous parlais de l'influence de la techno, la miniaturisation et la puissance de calcul, la finesse de calcul permet de capter ces faibles variations de l'onde qu'il y a en retour, et ce qui fait que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des choses comme fréquence respiratoire. Ça, je dirais que fréquence respi depuis le début, je me suis dit: «OK», mais même fréquence cardiaque avec juste le choc précordial qui arrive à être capté, grâce à cette technologie radar. Hem, Ils arrivent aussi à capter la température, qui est probablement plus via des caméras thermiques de ce que j'en ai compris, puisqu'il y a souvent une petite caméra qui est dans le boîtier. Alors pas chez Photosense, donc je crois qu'ils captaient pas la température. Donc au final ici, on voit qu'on avait 3 solutions qui ont été découvertes. Photosense, qui faisait ça pour les adultes humains et qui du coup faisait juste un dérivé pour les animaux de compagnie. iPet8 qui est, lié à l'institut de recherche, l'ITRI, chinois, de mémoire, et Waldar qui est vraiment une société, qui est liée à Waldopet et qui est là pour les vétérinaires qui proposait d'ailleurs, d'autres solutions pour eux. On a vraiment des approches un peu différentes. On a Potosense, ça vient en gros, bon, ils se sont dit: «On va faire un truc pour les animaux», vu que c'est la famille. On a Waldar qui est vraiment axé marché véto pur et qui se veut un concurrent de VetGuardian, qui d'ailleurs Waldopet sera au VMX, donc c'est marrant, ça fait partie des exposants qu'on croise au CES et qui vont aussi au VMX. Ça veut dire qu'en général, ils ont vraiment une volonté de pénétrer le marché vétérinaire. Et puis iPet Suite, donc c'est un peu un concept encore un peu différent, bien que basé sur la même technologie. Vous avez ce tapis en fait de repos de l'animal et vous avez une petite poche sur le côté où on peut glisser une sorte de galet. Ça fait la forme d'une petite télécommande télé, on va dire, qui va être en fait le capteur radar, qui va capter donc fréquence cardiaque, fréquence respi. Donc on a, avec ce genre d'outils, la capacité à capter quand même des données importantes sans contact, ce qui est quand même un gros confort. Hem
Pour Waldar, ils avaient un petit truc en plus parce que fatalement, je leur ai demandé: «Mais vous faites quoi de plus que VetGuardian?» C'est, un écran en fait de monitoring, qui était placé sur ce pied qui rappelle le pied de perf et qui d'ailleurs peut aussi accueillir la perf et où on va mettre ce capteur de Doppler qui va capter certains paramètres sur un animal en phase de réveil, par exemple, ou même un animal, qu'on veut monitorer. Comment dire? Donc ce pied va aussi accueillir l'écran. Bon, on peut aussi mettre une tablette, donc je lui ai dit que c'était pas un avantage qui me paraissait foufou, quoi. Donc voilà pour cette techno radar. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a voilà, on avait quelqu'un qui a fait une percée, avec VetGuardian et puis l'arrivée comme ça de concurrents par divers abords, ça montre voilà, la techno qui est plus facilement disponible et puis probablement un appareil qui va devenir, enfin voilà, je ne sais pas comment comparer, mais des pompes à perf, par exemple, qui était quelque chose d'un peu rare il y a une dizaine d'années. Là, ce genre de monitoring, on peut supposer, alors pas encore dispo en France, hein, à ma connaissance, mais je pense que ça ne saurait tarder vu comment ça pousse. Voilà pour cette technologie qui est peut-être le truc qui était le plus majeur en santé animale. Il y a d'autres, éléments qui sont plutôt des évolutions parce que je pense à Wissapet. Wissapet, c'est des Coréens qui proposent un stéthoscope connecté et en fait, ils sont là depuis je sais pas, depuis 4 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Chaque année, ils sont là avec, au début, une petite place mini mini sur le centre de Smart Sound qui a effectivement une activité majeure de détection des bruits, en fait, avec de l'IA à l'intérieur et qui s'est dit: «Bah, tiens, si on faisait» initialement, c'est plutôt des stéthoscopes connectés pour, les femmes enceintes, pour les humains, pour enfin, voilà, ce genre de choses. Ils se sont dit: «On va en faire un pour les animaux et faire travailler des algorithmes là-dessus». Donc et là, cette année, on avait vraiment, le stand était, on va dire, pour simplifier, carré avec un peu pas mal d'espace, et il y avait un pan, enfin, un coin entier enfin, même pas un coin, hein, une face entière du carré qui était dédié à ce stéthoscope et à la solution Wissapet. Donc ça, c'était une des premières choses, qui était notable, avec l'analyse des bruits cardio-respiratoires, hein, et la promesse de dépister finement les stades cardiaques, de pathologies cardiaques. Alors, jusqu'à présent, il promettait de dépister la maladie valvulaire dégénérative chez le chien. Et là, nouveauté de cette année, alors j'ai pas trop pu creuser, c'est aussi une des frustrations parfois sur les stands, particuliers, stands coréens où voilà, mon anglais est compréhensible, mais pas extraordinaire. Le leur est parfois, timide ou pas extraordinaire non plus et ce qui fait que parfois pour pousser un peu, les questions techniques, ça peut être un peu frustrant. Mais voilà, il y avait sur certains documents, on voyait des écrans où il était annoncé le grading de la CMH chez le chat, donc à suivre. C'est aussi, ce qu'il faut noter avec Smart Sound, c'est que il y a des universités, coréennes prestigieuses derrière ça, donc c'est assez sérieux. Ce qu'il faut également noter, c'est que voilà, ce stéthoscope SmartSound, il est prévu pour les vétérinaires, mais il est surtout initialement prévu pour les propriétaires. Donc on a cette culture, en particulier asiatique, coréenne et d'autres marchés où il n'y a pas que le véto qui peut faire de l'auscultation, on va dire, hein. Et ça ne se déroule pas forcément qu'en salle de consultation. J'ai réussi à leur demander pour avoir quelques screens d'écran. Donc vous voyez cette interface, avec ce scoring de stage de maladie cardiaque, avec des notions de probabilité d'anormalité, hein, parce que c'est pas oui, non, blanc, noir, hein. Et puis, sur la partie, que vous voyez à droite, et j'étais content de voir ça, même si je trouve que c'est pas foufou en termes d'interface, c'est, l'interface pour les vétérinaires. C'est-à-dire où ils vont pouvoir rentrer les différents animaux de leur clientèle qui sont équipés du Smart Sound et avoir en fait la possibilité de les suivre un peu à distance comme ça, avec des alertes possibles quand ça va pas et ça dégénère. Donc c'est bien parce qu'il y a une interface, elle est simpliste et pas très jolie et elle donne pas très envie d'être là, mais la frustration qu'il y a, et ils étaient d'accord avec ça, c'est la difficulté de pouvoir se lier au logiciel métier qui serait, l'idéal pour que automatiquement dans le dossier de l'animal, on ait les données au moins synthétisées qui soient mises et puis la possibilité de plus facilement avoir des alertes liées à la fiche de l'animal sur le dossier. Mais bon, on voit que ça avance, avec le fait qu'ils se tournent vraiment vers les vétérinaires, plus qu'avant, et qu'ils commencent à être utilisés plus fréquemment en clinique. Ils ont des cliniques tests dont ils m'ont parlé.
Alors, question de Seb sur le smartphone, est-il logé dans un harnais? Non, tu le mets pas dans un harnais. Il y a des outils de captation avec des harnais comme le Docteur Dolittle, par exemple, ou des choses comme ça. Eux, c'est vraiment un objet d'auscultation au sens propre du terme. Je crois que tu le poses, je crois que c'est au bout de 30 secondes, ils ont ce qu'ils veulent, mais peut-être 1 minute. Enfin, tu le poses, voilà, un temps limité sur, le thorax de l'animal et tu as une auscultation, qui se fait, avec, analyse ensuite par IA des données. Autre outil dont je voulais vous parler qui lui aussi représente entre guillemets le côté, évolution, progression, là vous avez deux images, l'image de la solution Brain New au CES 2024, donc il y a 1 an et puis l'image, la semaine dernière. Un peu comme, le Vet Guardian, on avait un proto sur un stand d'université coréen 2024 avec des fils partout, qui était voilà, pareil, on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est bien sérieux?» et cetera. 1 an plus tard, voilà, c'est incubé par, une grande ville coréenne, on a quelque chose qui, au niveau design, a évolué, un algo qui, en tout cas, promet qu'il a évolué. J'ai un peu discuté avec eux et c'était intéressant parce que eux ils voient ça comme vraiment, un complément de voilà, quand de plus en plus on monitoring l'anesthésie générale, voilà, on suit la fréquence cardiaque, la fréquence respi, la SpO2, de ce genre de choses et eux, ils se proposent via ce dispositif donc qui se place sur la tête de l'animal de manière assez facile en fait. Ils se proposent de monitorer en continu pendant l'anesthésie, l'électroencéphalogramme en fait de l'animal avec, alors toujours pareil, hein, des promesses, avec, une capacité en fait à vraiment analyser là aussi de manière fine, l'efficience et la performance de l'anesthésie, en particulier, donc au niveau de ces signaux de l'EEG, avec bien sûr, l'intelligence artificielle pour l'analyse des signaux et cetera, tout ça. Ce qui était intéressant, c'est que, ils, heu, ils insistaient sur leur documentation sur, les différentes races, qui peuvent être, monitorées et en discutant un peu sur le stand avec la personne, qui voyait ça en disant: «Je suis vétérinaire, ça m'intéresserait». La sensation en tout cas qu'ils pensent que quand ils auront collecté assez de données, ils auront même la capacité à aider à personnaliser l'anesthésie par rapport à la prédisposition raciale de l'animal. Donc ça, c'est voilà, c'est des voies qu'on n'avait pas imaginées et qui rejoignent des sensations de clinicien, voilà, que j'ai été, mais où voilà, on se dit: «Ah, telle race, ça dort pas bien, ou c'est compliqué», ou ce genre de choses. Donc possiblement, avec ce genre d'outil de monitoring de l'EEG, on aura la possibilité de comprendre pourquoi, un peu plus tard. Chatière, il y avait l'année dernière, une des découvertes du CES 2024, c'était Flappy, des Suisses avec une chatière qui, avec une petite caméra et de l'analyse par IA, pouvait, empêcher un chat de rentrer, dans sa maison. Onlycat arrive sur le marché comme concurrent évident, avec quand même un plus assez notable, c'est qu'il a la détection par puce que Flappy n'avait pas. Flappy, en gros, il détectait c'était juste une chatière ouverte et si le chat amenait une souris ou un lézard ou un oiseau, ça ne s'ouvrait pas, mais ça pouvait être n'importe quel chat. Là, Onlycat, c'est vrai qu'il y a quand même un progrès avec le fait que ce soit que votre chat ou vos chats qui sont autorisés à entrer, sortir, entrer, sortir ou avec des heures, enfin, voilà, on peut tout paramétrer sur l'app et en plus, on voit la petite caméra, hein, le trou noir là sur le point d'entrée, il y a ce système de détection des proies. Là aussi des discussions super intéressantes avec les fondateurs sur le stand, qui disent voir parfaitement bien maintenant qu'ils collectent de plus en plus de données vu qu'ils ont plusieurs, je crois ils m'ont dit 600 chatières, déjà installées, ils viennent de se lancer. Ils collectent les données, ils commencent déjà à voir la saisonnalité, en fait, de la chasse et même des types de proies. Donc c'est assez intéressant ce qu'on va pouvoir collecter, indirectement. J'essaye d'avancer un peu parce que je vois qu'au final, bah, il y a tellement de choses à dire et c'est souvent intéressant, que je suis en train de manger mon temps et je voudrais vous parler quand même de la santé humaine. Il y avait également un représentant de la VetTech française au CES 2025 avec, Novostable, ou Novostable, je pense qu'on dit plutôt pour les Anglais. Donc qu'est-ce que c'est Novostable? C'est une idée qui est aussi reprise sur le concept pour l'élevage avec des gens comme iHerb. C'est une caméra de surveillance qui est placée, dans les stabulations ou en tout cas dans la stabulation pour chaque cheval
et puis on analyse en temps réel, par computer vision et avec de l'IA qui analyse tout ça, les mouvements, le comportement de l'animal. Ça permet de dépister les comportements habituels et en particulier dans le cadre de la prévention des coliques ou dans la surveillance du poulinage. Vous imaginez bien que c'est précieux. Alors là aussi, c'était intéressant les discussions avec bien entendu, des clients qui sont plutôt les écuries prestigieuses avec des chevaux qui valent très, très cher et on est super content quand on a une alerte qui permet d'éviter, des complications. Mais aussi, voilà, quelqu'un qui a un très vieux cheval, mais qui tient beaucoup et qui finalement a installé ça pour pouvoir, suivre. Bonne question sur la différence avec Koho. Je ne sais pas. Typiquement, c'est peut-être le genre de choses dont il sera question lors du webinar, la semaine prochaine. Je regarderai, je pense qu'on est sur des logiques, similaires, mais je ne veux pas me prononcer. Je pense que le cheval est le domaine où je suis le moins compétent de tous les univers de la santé animale. Hem Dernier point enfin, un des derniers points sur la santé animale, parce que là, ça peut s'y appliquer directement. C'est la notion d'haptique dans l'information qui se démocratise. Vous voyez sur l'image, une personne qui tient des espèces de pinces reliées à des engins qui sont des micromoteurs. Ça permet quoi? En fait, l'haptique, c'est la sensation du toucher, en fait, et on a vraiment maintenant de plus en plus la possibilité avec certains outils de reproduire la sensation du toucher. C'est assez troublant parce qu'avoir dans les mains quelque chose qui ressemble vraiment à ce qui se passe, quand on fait des choses cliniquement, même si j'ai pas fait beaucoup d'arthroscopie dans ma vie, voire même jamais, j'ai assisté, mais c'est tout. Voilà, on a quelque chose qu'on sent et là aussi, hem, pourquoi c'est possible maintenant pour plus de sociétés de faire ça et pourquoi il y a des solutions présentées alors qu'avant c'était des gros calculateurs? Bah, c'est toujours Nvidia. On en revient à ces cartes graphiques qui ont la capacité à calculer en temps réel très fortement le lien entre une simulation de très haute qualité graphique et puis retranscrire ça dans des sensations qu'on peut avoir et qui sont dans tous les espaces, tous les sens. Ça demande des grosses puissances de calcul et là, bah, voilà, typiquement sur ce stand-là, il y avait un petit Nvidia Inside qui était marqué et qui disait bien que c'est la puissance de calcul qui permet de démocratiser ce genre d'outils. Donc voilà, toujours intéressant, je pense à ceux qui font de la formation, ceux qui sont dans les écoles vétérinaires. Voilà, ce genre de choses pour sentir ce qu'on va faire plus tard et pouvoir s'entraîner, ad libitum sur quelque chose qui n'est pas un vrai animal, c'est quelque chose qui va probablement arriver de plus en plus, dans les années qui viennent. Reste des technologies, ouais, Pierre, je suis d'accord, l'intérêt pour les écoles, ce genre de choses et surtout l'accessibilité. C'est-à-dire qu'avant, bon, c'était un grand labo de recherche. Là, maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui pourront s'équiper ce genre de choses. Ensuite, il y a d'autres technologies que je détaillerai pas trop, mais qui posent question parce qu'on les voit, on se dit: ça marche pas», on a du mal à savoir. J'en cite 2, les ondes PEMF, donc qui étaient présents sur plusieurs stands, essentiellement asiatiques, coréens, chinois. Donc c'est des champs électromagnétiques pulsés qui sont sous des espèces de ronds comme ça ou même dans des tapis de couchage d'animaux, qui sont censés, soulager. Alors ça a l'air de soulager tout, guérir tout, donc c'est pour ça qu'on se pose des questions. Mais soulager de l'arthrose, aider à la circulation du sang, enfin voilà. Donc bon, il y a cette promesse-là, j'avoue que je ne sais pas, de ce qu'il en est de faire, mais bah, sur le côté cher, de la petite pour revenir là-dessus, parce que je vois vos commentaires en direct, c'est oui, probablement, pas donné, mais beaucoup moins qu'avant, et on va vers ce côté démocratisé, dont je parlais. L'autre chose qui me paraît un peu plus sérieuse, même si, voilà, c'est assez disruptif, c'est cette technique de Point Biotech qui a quand même obtenu, alors un CES Award, on sait que des fois ça peut être un peu n'importe quoi, mais surtout, voilà, c'était présenté par une université coréenne en lien avec Harvard aussi, donc voilà, on a quand même et avec des publis, j'ai un peu cherché parce que c'était curieux. C'est la possibilité d'injecter un produit de contraste, dans un animal, puis de mettre, cette caméra-là que vous voyez, qui va, être capable de dépister optiquement, ce produit de contraste à l'intérieur de l'animal, produit de contraste qui se fixe plus précisément sur certaines cellules cancéreuses et là, il présentait des résultats dans le cadre du dépistage du lymphome malin chez le chien. Donc
Pareil, on est sur quelque chose de naissant, de disrupteur, à voir comment ça va évoluer, mais fatalement, dans le domaine de l'oncologie vétérinaire, ça ouvre des perspectives, intéressantes. Je passe à la santé humaine, on va se donner 10 minutes pour finir, pour vous présenter là aussi assez rapidement quelques éléments. Déjà, j'en ai un peu parlé, la maturité de certaines technologies, Anura, je vous en ai parlé les années d'avant ou sous cette forme-là par Anura ou par d'autres entités. C'est cette possibilité avec simplement votre téléphone, hein, voilà, le vôtre, de vous filmer pendant 30 secondes et par technologie qu'on appelle TOI, Transdermal Optical Imaging, il va y avoir la capacité pour votre caméra, comme on a des caméras de plus en plus puissantes dans les téléphones, d'être capable de voir quand, il y a un battement cardiaque, rien qu'à la coloration de la peau, en fait. Donc, alors au début, pareil, hein, il y a 4 ans, je pense, Binae.ai, Annick, tu te souviens, on y était, on avait ouvert des grands yeux et on s'était dit: «OK». Et puis l'année dernière, je crois que toutes ces 3-4 entreprises avaient eu, enfin, avaient été approuvées par la FDA, qui est un peu l'autorité de santé, US qui certifie, je dirais, le fait que c'est pas n'importe quoi et que ça marche, en tout cas que ça fait ce que ça promet. Donc voilà, il y avait ces éléments-là qui avaient des petits stands l'année dernière, un peu plus gros pour certains, pour Anura et là, c'était carrément inclus comme, j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé d'investissement financier. En tout cas, c'était présenté sur le stand de Dassault Systèmes, cette solution-là. Donc c'est un peu bluffant parce qu'effectivement, en 30 secondes de selfie, ça vous sort des basiques. Alors basiques maintenant comme fréquence cardiaque, fréquence SpO2 aussi, hein, rien qu'à la coloration de la peau. Et en même temps, ça vous sort des données indirectes qui sont beaucoup plus flippants comme, votre IMC, la probabilité que vous ayez des troubles cardio-respiratoires, que vous ayez des troubles alors, je suis pas sûr que sur les analyses indirectes, ce soit encore parfait, mais ça le sera, c'est sûr, en fait, c'est-à-dire qu'ils compilent des bases de données tellement géantes et il les compare ensuite à des bases de données déjà bien établies pour pouvoir dire: «Bon, bah, si la personne, elle est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, alors elle a ces paramètres-là, ces risques-là qui sont présents». Donc juste avec 30 secondes de selfie, hein, donc autre, élément qui était présent et qui sont intéressants parce qu'il y a même un petit débat, j'en parlerai peut-être après plus tard avec l'histoire de la voiture et de la caméra. C'est ce genre de petit capteur qu'on branche sur une prise qui est hyper discret, hein, qui fait pas de bruit et qui va par capacité à capter les variations dans l'émission des ondes Wi-Fi, juste Wi-Fi, hein. Donc, il y avait un Français qui s'appelait Zoécar l'année dernière qui avait, présenté ça et qui présentait ça comme utile pour dépister des chutes, en fait. Et donc avec cette idée que, si, quelqu'un tombe ou si quelqu'un bouge, en tout cas s'il y a du mouvement, ça perturbe les ondes Wi-Fi et en retour, avec le capteur qui est dedans, on sait s'il y a du mouvement, grosso modo. Donc, assez bluffant parce que très discret, pas intrusif et là, par exemple, dans cette application-là de Threshold qui a été récompensée là aussi par un CES Innovation Award, la possibilité juste de dire: «Il y a du mouvement, il y a pas de mouvement». Ça veut dire que toutes les routines alors là, très clairement, ça s'adresse plutôt pour, aider les personnes âgées et surtout les proches des personnes âgées à pas s'inquiéter. En gros, voilà, la personne ne s'est pas levée ou se lève de manière non habituelle, en retard, enfin voilà, ce genre de choses. Donc où il y a pas de mouvement depuis un certain temps, ou alors il y a du mouvement, mais la nuit, qui peut entraîner de la perturbation de ce genre de choses. Donc voilà, en gros, ce genre de capteur qui est capable de dire: «Il se passe des choses, comme ci, comme ça» et surtout, il se passe des choses inhabituelles avec bien sûr une application où peuvent être connectés, les proches pour se dire: «Ah, il y a quelque chose qui se passe pas terrible». Voilà, moi, par exemple, je ne sais pas si elle assiste au webinaire, mais j'ai ma maman qui est loin, qui commence à avoir un certain âge et bon, ce genre de dispositif et en même temps, il y a le côté quand même intrusif, hein, donc à discuter. On en revient aux questions philosophiques dont on parlait. La miniaturisation, je vous ai parlé d'évolution technologique. Déjà l'année dernière, j'étais bluffé par, cet appareil un peu compact qui a la taille d'un appareil d'analyse qu'on pourrait avoir dans nos laboratoires, hein, et qui faisait de la dialyse, en fait, donc et qui présentait déjà le fait qu'on puisse faire de la dialyse hors des hôpitaux avec, ce genre d'outils, très, très compacts.
Là, carrément, on est passé au stade d'après, avec, un rein implantable. Donc on est, dans la capacité alors ne vous fiez pas à l'image, hein, qui peut être trompeuse, c'est bien sûr une miniature du corps humain, sinon ce serait compliqué à implanter. Mais voilà, on a quelque chose qui fait la taille de rein, on va dire en vrai et qui peut s'implanter. Donc pour faire de la dialyse, interne, on est un peu au stade où étaient les cœurs artificiels. Alors avec peut-être, un peu de retard, mais on a ce genre de choses qui voilà, ça j'avoue que ça m'a bluffé parce que ça ouvre des perspectives bien entendu en termes de possibilités pour ceux qui ont des insuffisances rénales et on sait que malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux avec pas forcément, beaucoup plus d'organes à greffer. Dernier point sur la santé, enfin un des derniers points, quoique non, c'est pas le dernier, j'en ai encore d'autres, donc faut que j'avance. C'est, la miniaturisation fait qu'il y a voilà, on avait des bagues, je vous ai dit, qui peuvent capter des choses. On a aussi des écouteurs, c'était un peu les débuts il y a 2 ans et encore plus il y a 1 an où il y avait quelques modèles. Là, voilà, on a un genre de modèle qui va vous capter la température, la fréquence cardiaque, la fréquence, respiratoire, la variabilité cardiaque. Je sais qu'il y a Alexandra qui est fan de ce paramètre-là. La SpO2 bien sûr et puis différents, signaux, donc ça c'est fou, hein. Ça veut dire on peut être monitoré au niveau santé de manière assez pointue avec des outils du quotidien et avec la possibilité, voilà, si vous faites votre footing, 3 fois par semaine comment dire? Voilà, d'avoir une forme de check-up à chaque fois quelque part, en tout cas sur ces paramètres-là, qui est assez fascinant. On n'aurait pas, enfin, en tout cas moi je n'avais pas imaginé, je dirais il y a 5 ans, de se dire: «OK, on aura ça» et un peu de la même manière que vous avez la iWatch qui dépiste des problèmes cardiaques et qui sauve des gens, il y a peut-être des gens qui vont être sauvés en mettant leurs écouteurs, parce que ça leur fera une petite alerte en disant alors en général, ça fait pas une alerte en disant, «Vous avez un gros problème» et ça fait pas un diagnostic, pour l'instant en tout cas. Mais ça dit juste: «Mmh, c'est pas comme d'habitude, vous devriez aller voir votre médecin quoi, en fait, ou un médecin ou du personnel de santé». Hem pour revenir sur ces bagues, et parler un peu de technique, mais j'irai vite, voilà et sur le diabète en particulier qui, vous l'imaginez aux États-Unis encore plus qu'ailleurs vu les problèmes de surpoids est très présent. Les bagues comme ce nouveau capteur, alors le nouveau capteur s'appelle QuickGly, c'est celui que vous voyez où il faut rentrer son doigt. C'est un capteur, non invasif, hein, donc il y a pas de piqûre ou de choses comme ça, pas de prélèvement de sang. Ils vont se baser tous sur la même technologie. Alors PPG, ils disent, donc c'est la photoplétismographie. Donc encore une histoire d'ondes infrarouges qu'on envoie vers le flux sanguin et dont les modifications en retour vont permettre de faire des déductions sur certains paramètres. Alors il y avait la glycémie, avec les bacs connectés et même d'autres dispositifs. Je reviendrai quand même sur la validation de tout ça. Et puis là, l'annonce, c'était l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, alors ceux qui sont diabétiques savent, ceux qui ne le sont pas, en gros, pour les vétos, c'est l'équivalent des fructosamines, c'est-à-dire c'est le suivi long cours de la glycémie. Donc avant, c'était un peu le juge de paix des diabétiques. Là, il y a la possibilité de suivre son hémoglobine glyquée de manière, quotidienne. Alors quotidiennement, je suis pas sûr que ça a un grand intérêt, mais pouvoir le faire aussi régulièrement qu'on le voudrait. Ceci dit, même si je crois en l'avenir de cette technologie pour dépister ces paramètres-là, il y a même eu la FDA, donc toujours ce grand organisme américain, a rappelé que pour l'instant, je dirais tout ce qui est dit sur ces outils-là n'a pas de validité démontrée scientifiquement. Il y a même eu un communiqué de presse en février 2024, probablement l'après CES, de la FDA pour dire: «On se calme, pour l'instant, il y a rien qui est FDA approved et donc on peut pas dire avec certitude que». Pour autant, voilà, c'est sûr que ça va y arriver, il faut juste faire le travail de démonstration, affiner les outils, probablement capter des données, affiner des algos, affiner les choses, mais je suis assez confiant sur le fait que ça pourra marcher un jour. Une des dernières choses dont je voulais vous parler, parce que j'ai trouvé ça drôle et malin, en fait. Alors, j'ai pas testé. Ils faisaient pas de démo, ça aurait été bien sur le stand, voilà, quand on aime tester. C'est cette cuillère avec, vous voyez, une petite languette à l'intérieur de la cuillère qui diffuse un très léger courant électrique qui a une certaine caractéristique qui fait que on a la sensation que l'aliment est plus salé que ce qu'il n'est réellement. Alors au début, on se dit: «Mais what the fuck, pourquoi tu fais ça?» Bah, ça paraît évident, voilà, pour tous les pathos cardiaques ou les régimes sans sel, qui est un peu tristoun à manger, bah, là,
voilà, en prenant la bouchée, alors ils expliquent bien qu'il faut bien se mettre en bouchée sur le truc pour qu'il y ait le courant électrique qui passe. Il y aurait une sensation de sel qui est meilleure que la réalité, donc ça donnerait plus de goût aux aliments. Bon, j'ai trouvé ça malin parce que c'est prendre un problème santé, mais par un autre bout. Dans les choses pas malines, pour, arriver vers la fin, les what the fuck, voilà, il y avait, le la boîte UK Engineering qui était à nouveau là, comme tous les ans. Bon, j'avoue que j'avais souri un peu avec Kubo il y a quelques années, qui était une sorte de coussin avec une queue qui vibre et qui est censé, représenter un chat. Chaque année, ils amènent une nouveauté. Là, cette année, c'était cette petite figurine, alors on voit pas, mais qui est branchée en USB et qui va souffler, sur votre thé ou votre café pour le refroidir. Pas convaincu qu'on attendait ça, voilà. De la même façon que je suis pas convaincu au milieu qu'on attendait une espèce de boîte, où il y a des brosses sur les côtés qui font que si le chat passe dedans, il va être toiletté et brossé pour éviter d'avoir des bourres de poils. Et de la même façon que je suis pas convaincu non plus de l'énorme intérêt, même si c'était joli sur le stand et qu'ils avaient un beau stand, de cette solution qui propose de mettre des fleurs artificielles qui sont des caméras pour pouvoir observer la nature et les animaux. Est-ce que autant je suis pour réfléchir au fait que la technologie puisse aider la planète, autant là, avec ce genre de production, je suis pas sûr qu'on aide et j'avoue que, voilà, au début, ça me faisait sourire, ça me fait un peu moins sourire maintenant et peut-être que, voilà, au lieu d'avoir 4 500 stands, si on en avait, 4 400, mais que la centaine qui était vraiment n'importe quoi, mais bon, ils payent, ils ont leur stand, ils ont leur buzz aussi parce que fatalement, ça fait sourire, donc ça fait parler dans les médias. Mais bon, c'était pas très intéressant. Hem, Au niveau, autre tendance à surveiller, ce qu'ils appellent les méta-animaux, en fait. Là, pareil, au début, je me suis dit: «Oh, c'est marrant, voilà, ce faux chat, ce faux chien, ce robot qui mime des postures, humaines, ou animales». Heu et puis, voilà, il y avait ce Luna qui était un petit robot, en fait, qui était présent, à l'Eureka Park avec un tout petit stand que j'avais croisé dans les couloirs, qui était marrant parce qu'en fait, il pouvait ramener une balle. Il y avait vraiment ce comportement chien qui avait été ou chat d'ailleurs, certains chats font ça et là, je repasse et ils ont un stand énorme, voilà, gros truc et tout, avec du monde, donc sans le budget et bon, ils annoncent quand même, voilà, qu'ils sont présents dans 130 pays et qu'il y a 60 000 Luna qui sont dans des foyers divers et variés. Donc bon, peut-être que des geeks ou des choses comme ça, mais on a des imitations d'animaux, soit carrément assumées comme ne ressemblant pas à des animaux avec Luna, soit avec les chats, chiens et pandas aussi, de Elephant Robotics, qui eux, alors sont un peu flippants pour l'instant, mais on avance quoi, tout doucement à avoir des animaux qui miment les comportements animaux, et qui n'en sont pas. Voilà, donc à garder dans un coin, avec aussi cette notion, je vous ai parlé tout à l'heure de virtualisation d'animaux existants. Donc il y avait ce stand coréen à l'Eureka Park, qui proposait donc de faire un hologramme de votre animal disparu et de pouvoir même interagir avec lui en lui donnant à manger, en le caressant ou en tout cas en mimant des caresses pour avoir un comportement d'animal caressé et vous aviez aussi, et c'est du détail, mais c'est toujours pareil, on sent les petites tendances. Sur le stand de Samsung, carrément, il n'y avait pas des choses super intéressantes sur la santé animale, mais il y avait la possibilité en prenant, une photo, de digitaliser son animal pour pouvoir interagir avec lui, à l'intérieur, de l'application. Donc voilà, les animaux peuvent être autre chose, en tout cas les animaux de compagnie, que ce qu'on voit nous. Dernier point et qui pose vraiment ça, c'est peut-être la chose qui m'a le plus troublé. Ici, vous avez, c'était sur le stand de LG. Donc LG, au départ, c'est un Coréen qui fait des écrans de télé, mais qui, au fur et à mesure, voilà, les géants des écrans de télé se sont mis à faire plein de choses dans plein de domaines. Hem Et ici, c'est une cabine, qui filme l'intérieur de la voiture. Donc on avait, ces dernières années, pas mal d'évolutions de caméras qui filmaient l'extérieur de la voiture, donc avec, des radars lidar, des caméras qui permettent voilà, vous êtes peut-être déjà monté dans une Tesla, vous avez vu comment ça marche. C'est il y a la captation de l'environnement qui adapte la conduite. Là, en fait, le parti pris, c'est de dire: «OK, on va mettre des caméras à l'intérieur de la voiture pour, filmer les gens» et vous vous souvenez du selfie santé, quand on filme des gens, en plus là, c'est pendant plus longtemps, on peut en déduire plein de choses et là, bah, très clairement, avec cette caméra vers l'intérieur de la voiture,
détection du comportement. Est-ce qu'on est en train de téléphoner, fumer, manger? Détection, de bien sûr de la fréquence cardiaque, de la variabilité cardiaque, du niveau de stress, de la position, enfin, voilà, de tout un tas de paramètres divers et variés, hyper précis, qui font que là aussi, voilà, je vous avais parlé de comment dire, de ces oreillettes ou qui font un check-up santé ou un check-up comportemental, bah, quelque part, tous les jours en prenant votre voiture, demain, vous aurez potentiellement ça et voilà, ce monitoring constant, il pose vraiment question. Est-ce que tout le monde a envie de savoir, qu'aujourd'hui, il est pas en grande forme? Est-ce que tout le monde a envie d'être dépisté d'un problème de santé, par sa voiture, par ses écouteurs? On peut se dire dans l'absolu oui, parce que c'est bien pour soi-même et cetera, mais en même temps, c'est vrai que ça voilà, ça va vite et fort et que ça pose des questions, quoi. Donc, j'en arrive à quelques rapides conclusions parce que quelque part, voilà, avec ces interrogations un peu philosophiques, métaphysiques, j'ai un peu posé ça là. Voilà, du redire que si vous avez l'occasion un jour et il y a la délégation, VetIntech qui a lieu tous les ans, donc rapprochez-vous de VetIntech et d'Annick Valentin-Smith si un jour vous voulez, en étant accompagné, parce que franchement là, bon, moi c'est ma sixième, donc je dirais que je suis en terrain connu, mais quand on y va pour la première fois, c'est tellement gigantesque que c'est bien d'être accompagné. Donc voilà, ça reste toujours il y a des choses comme The Sphere, cet écran géant, avec, avec écran géant à l'intérieur et à l'extérieur qui est toujours, fascinant. Donc voilà, j'y retournerai probablement l'année prochaine pour une septième fois parce que, vous avez vu ce qu'on peut en retirer, c'est quand même intéressant. Si je devais retenir, voilà, pas grand-chose, c'est miniaturisation, maturité, collecte. C'est-à-dire que miniaturisation et puissance technologique, on va dire, hein. Vous savez ce que je vous ai dit au début avec les cartes graphiques, les annonces de Nvidia. Tout est de plus en plus petit et de plus en plus performant et de plus en plus accessible. Donc ça veut dire que n'importe qui peut utiliser en fait, des technos ou en tout cas pas n'importe qui, mais beaucoup de gens, alors qu'avant il y avait des barrières à l'entrée, financières en particulier et d'accessibilité à la technologie. Maturité, c'est quoi? C'est quelques exemples que j'ai essayé de vous montrer, Brain.io, Smart Sound, les radars aussi, voilà, des choses où on voit arriver des trucs en se disant: «Ouais, bon, on va voir». En fait, très rapidement, soit ça meurt, en fait, hein, voilà et on le revoit pas. On se dit: «Ah tiens, ça je l'avais vu l'année dernière» et là, rien. Soit au contraire, s'il y a voilà, s'il y a une piste, ça creuse et ça y va, ça y va à fond, quoi. Et puis c'est cette notion de collecte, c'est-à-dire collecte de données via des caméras, via des capteurs, qui devient, permanente parce que c'est discret et pas voilà, on n'a pas une énorme caméra, on a un capteur qui est branché sur une prise, on a des choses donc avec plein de questions derrière, presque de RGPD de la collecte des données. Est-ce qu'on est d'accord quand on rentre dans une pièce d'être collecté quelque part? Parce que chez soi, quelque part, on pourra faire le choix, dans les lieux publics, ou chez les autres. Voilà, là, vous montez dans la voiture de quelqu'un qui a le système LG de cabin sensing, ben, vous allez être monitoré, quoi, en fait. Donc voilà, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'on va en faire parce que ça va impacter sur notre façon de vivre, hein et globalement, voilà, l'impossible qui devient de plus en plus vite possible, c'est ça le résumé du CES. C'est des choses où on se disait: «Waouh!» mais en fait, très rapidement, bah, ouais, waouh et en plus, ça fonctionne pas trop mal, quoi, ou voire même ça fonctionne complètement. Donc voilà pour ce bilan du CES. J'espère que ça vous a intéressé, ça a répondu à pas mal de vos interrogations. Bien sûr, l'aventure continue aux États-Unis. Je vous remets le lien, rejoignez-nous. Il y a ce groupe WhatsApp, animé avec, pour suivre le VMX, donc qui arrive à grands pas. Il y aura probablement pas forcément des innovations de rupture, comme celles vues au CES, encore que des fois, voilà. Mais souvent, voilà, les annonces se font là, les explications sont là. Quand il y a des choses à dévoiler, elles se font au VMX. Donc, et puis bon, c'est vraiment une façon de voir comment ça se passe aux US. On dit souvent que le vent vient de l'Ouest dans notre marché, donc fatalement, c'est toujours intéressant de voir.
Pour suivre les événements, hein, je vous invite à vous abonner à la chaîne, YouTube, comme ça vous verrez les petits épisodes. Si vous êtes plutôt audio, je vous mets des liens dans le chat, les podcasts sont là. Vous pouvez aussi me suivre, sur LinkedIn, pour voir ça. Merci à tous pour vos encouragements. Alors, il y en a qui disent bon courage et franchement, elle est cool, il est cool ce trajet aux US, hein. C'est un peu fatigant parfois et là, je promets pas que je vais pas aller me recoucher un petit peu avant de partir en bus, tout à l'heure, vers la Floride, mais ça va. Je pense qu'il y a pas à se plaindre, donc je vous invite à rejoindre pour voir ça et puis bien sûr, bah, si vous avez des questions, je crois qu'il y en avait deux trois. Je vais essayer de voir si je les récupère, sinon c'est le moment de les poser. Et je vous remets le lien, hein, voilà, de Vet Tech, qui fait avec, la délégation ONES un autre webinaire de retour mardi prochain à 12h30. Donc n'hésitez pas à compléter, je vous regarderai en replay, j'espère qu'il y aura un replay, parce que je serai en vadrouille, US, là-bas. Donc je vais retourner pour voir s'il y a des questions, peut-être pas, puis ouais, j'ai tenu mon temps, hein, vous remarquerez quand même, c'est pas si mal parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, tac, 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 sur les questions, on a eu des problèmes de son, j'espère que ça s'est réglé pour ceux qui avaient des soucis. Donc on a des différences avec Co. Merci, Jean-Jacques qui a apporté des précisions sur les différences entre Novo Stable et Co. Voilà, la petite non, bah, vous avez fait surtout des petites remarques par-ci par-là, mais pas de questions, en tout cas pas pour l'instant. J'arrive sur la fin. Tac, 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 et Annick qui me dit que oui, il y aura un replay, donc c'est parfait. Alors, je vois Sarah qui parle de robots japonais utilisés en médication des seniors encore d'actualité. Ce que j'ai vu dans ces domaines-là, je ne sais pas si c'est exactement l'initiative dont tu parles, j'ai vu effectivement plusieurs dispositifs. Ah, le robot phoque, OK, super. Le robot Paro n'était pas présent, mais il y avait Tombot. Alors, c'était difficile, hein, j'ai qu'une heure. Je pense que ça il en sera question. Le robot Tombot, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux avant le CES et finalement, je suis passé, j'ai pas kiffé. Ouais, voilà, donc qu'est-ce que c'est Tombot? Imaginez un mini, golden retriever dans un tapis, de la taille de, je sais pas, peut-être, 80 centimètres sur 40 centimètres et allongé, et qui a ce golden retriever a la capacité effectivement d'avoir des mimiques, de relever des oreilles, d'avoir un peu un comportement et de réagir à des caresses. Ce genre d'animaux, de relationnels est utilisé en particulier et avec une utilité démontrée, dans tout ce qui est, troubles cognitifs chez les personnes âgées. Avec la capacité à rétablir de l'interaction et à mesurer, également la capacité d'interaction, donc ce qui permet d'analyser plus finement l'évolution de certaines maladies, à déficit cognitif chez les personnes âgées. Donc il y avait Tombot qui était là, qui faisait ça. Il n'y avait pas le robot phoque, mais il est utilisé en France, hein, si tu tapes, phoque Paro, P-A-R-O, sur internet, tu trouveras. Ils ont un site qui est plutôt pas mal fait maintenant avec même certaines références cliniques. Là, dans les autres choses de robots ou d'outils de médication, c'était plutôt des espèces de boîtes. Alors parfois, je me souviens plus du nom, mais parfois avec une mimique de robot pour qu'il y ait justement de l'interaction et qui distribue les médicaments à temps donné. Il y avait pas mal de solutions comme ça de piluliers à vocation à être intelligents parce qu'effectivement, il y a cette notion voilà, d'observance qui est un critère, important, en santé, humaine, ou animale. Donc, voilà pour ça. Je laisse la place pour une petite dernière question et pour ceux qui sont encore présents, je vous remets le lien vers le groupe WhatsApp. Je vais aller récupérer les inscriptions après, donc vous serez dessus. Ça sera peut-être un petit peu calme. Je mettrai quelques publications pour vous préparer au VMX, et en même temps, je serai un petit peu plus en vacances que là ces jours-ci. Donc voilà, peut-être quelques publications, vous inquiétez pas. Et puis je vous remettrai le lien vers les replays de ce webinar sur le CS 2025. Donc
J'espère que ça vous a plu et puis, bah, je vous souhaite, une bonne journée à tous, je vais pas revenir trop vite non plus, hein, c'est quand même pas mal tout ce qu'il y a ici, hein. Ah, je vois Pierre qui met: «Les solutions haptiques étaient uniquement en démonstration, ce sont des éléments qui sont commercialisés». C'est commercialisé. Si tu veux, Pierre, tu m'envoies un petit mail, je te mets contact at vetonetwork.com pour Pierre Bruyère là qui me demande si c'est commercialisé. Envoie-moi un email là, je te retrouverai, le nom des sociétés. Il y en a une de mémoire, c'est Fundamental Surgery et l'autre, il y en a une autre qui était assez intéressante avec, on pouvait forer de l'os et c'était assez fascinant d'avoir vraiment en tout cas quelque chose qui ressemble à la sensation, parce que j'ai jamais foré d'os en étant vétérinaire. Mais voilà, envoie-moi un message et je te mettrai les 2 initiatives que j'ai vues net et tu prends contact et puis tu peux toujours voir, ce que ça donne. Hem, donc, je vous souhaite, une bonne, du coup, journée en France, une bonne après-midi et puis moi, donc j'en parle aussi sur le groupe WhatsApp, pour ceux qui sont intéressés par le côté voyage, du trajet. Donc je vous emmène, cet après-midi, pour moi et cette nuit en France, de la Nouvelle-Orléans à Miami pour la suite des aventures, en direction du VMX et ben, je vous souhaite une, bonne après-midi et à bientôt.